En bornant strictement notre examen à des questions relatives au fonctionnement de l'État, nous avons réuni suffisamment d'éléments pour estimer que la sécurité du président de la République a été affectée, que de nombreuses erreurs ou anomalies et défaillances ont été constatées, sanctions insuffisantes au départ, justice tenue à l'écart, permis de port d'armes irrégulier, port d'une arme par M. Benalla en présence du président de la République, non-respect des règles de déontologie sur les conflits d'intérêts, maintien en possession de M. Benalla d'un téléphone crypté, de passeports diplomatiques ou de services qui n'ont pas été récupérés, absence d'instruction donnée à la police de l'air et des frontières de ne pas permettre à M. Benalla de sortir au moyen de ses passeports diplomatiques ou de services. Cela fait tout de même beaucoup, si bien que les faits constatés le 1er mai apparaissent maintenant comme la partie émergée d'un iceberg. Du point de vue du bon fonctionnement de l'État, les informations qui se sont accumulées ensuite sont sans doute plus graves encore que les événements survenus en marge de la fête du travail. Comme l'ordonnance de 1958 relative à l'exercice de ses pouvoirs d'enquête par le Parlement le prévoit, j'ai donc décidé, conjointement avec les deux rapporteurs, et après avoir consulté ce matin la commission des lois, de demander au président du Sénat que le bureau de notre Assemblée, c'est la procédure, délibère en vue de saisir le procureur de la République de Paris des faux témoignages caractérisés de M. Benalla, des contradictions apparues entre les premières déclarations de collaborateurs immédiats du président de la République sur le rôle de M. Benalla en matière de sécurité et les éléments et témoignages recueillis par la suite, tout en soulignant d'ailleurs la qualité et la précision de nombreuses informations qui nous ont été apportées par les 10 collaborateurs sur d'autres points très importants. Nous souhaitons aussi que l'ensemble du rapport soit lui-même transmis au procureur de la République afin qu'il puisse apprécier l'existence éventuelle d'autres faux témoignages susceptibles d'avoir été commis par des personnes auditionnées. Il appartiendra donc au bureau d'en décider. Et les deux rapporteurs se joignent à moi pour faire cette demande au bureau. Madame Jourdain. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole pour présenter effectivement d'une façon synthétique, mais que nous pensons néanmoins complète, les travaux que nous avons menés autour de 4 points que je qualifierais de clés qui nous sont apparus au fur et à mesure de nos travaux. Le premier point est relatif aux sanctions qui ont pu être prononcées à l'encontre d'Alexandre Benalla après le 1er mai, événements qui ont d'abord justifié la tenue de nos travaux. En réalité, plusieurs défaillances ont été mises à jour dans la réaction des autorités fonctionnelles et hiérarchiques de M. Benalla et également de Vincent Crase, qui participait aux événements du 1er mai, après ces événements. Je le dis sans embâche, la Commission n'a trouvé ni approprié les premières suites qui ont été apportées aux agissements commis, ni proportionné les sanctions qui ont été prétendument infligées. Et nous avons regretté l'incompréhensible indulgence de la hiérarchie d'Alexandre Benalla, qui a conservé dans l'équipe de l'Élysée un collaborateur qui avait gravement manqué à ses devoirs. Et quand j'indique qu'il avait gravement manqué à ses devoirs, ça n'est pas de mon avis, c'est de l'avis de toutes les personnes qui ont été auditionnées par la Commission. Ce qui frappe en réalité, ce n'est pas tant la sanction qui a été infligée en mai, mais bien la confiance qui a été maintenue à Alexandre Benalla jusqu'en juillet. Tout d'abord, nous avons pu constater ce que je qualifierais d'une chaîne d'irresponsabilité en l'absence de signalement immédiat au parquet de ces faits. Rappelons-nous, revêtu d'un signe de police, selon l'IGPN, et peut-être armé sur la voie publique pour l'un d'eux, Alexandre Benalla et Vincent Crase ont ouvertement, le 1er mai 2018, fait usage de la force à l'encontre de manifestants. Les suites pénales relèvent aujourd'hui de la justice, mais ces faits présentaient déjà, pour les autorités et fonctionnaires informés, tous les indices qui permettaient d'envisager la commission d'un délit. Et il appartenait donc à ces fonctionnaires informés, en toute hypothèse, de soumettre la qualification de ces faits au parquet en application de l'article 40 du Code de procédure pénale. De façon assez surprenante, c'est la présidence de la République, et non pas le ministère de l'Intérieur, qui a été alertée la première, dans la nuit du 1er mai, de l'existence d'une vidéo
vidéo des incidents. Et c'est également la présidence de la République qui a transmis l'information au ministre de l'Intérieur et au préfet de police. À l'inverse, plusieurs services clés, dont l'intervention aurait pu perturber le règlement discret de cette affaire Benalla, eh bien, ont été maintenus dans l'ignorance jusqu'en juillet 2018. Ni la Direction générale de la police nationale, ni l'Inspection générale de la police nationale, ni la Direction générale de la gendarmerie nationale n'ont été avisées de ces faits. Aucune des autorités qui étaient informées, aucune de ces autorités, c'est-à-dire l'Élysée, la préfecture de police, le ministère de l'Intérieur, qui connaissait ces agissements, ne les a signalés au procureur de Paris, chacune se défaussant a posteriori sur l'autre de la responsabilité du signalement. Ce que nous en avons déduit, c'est que bien loin du traitement hiérarchique normal, rapide, rigoureux, qu'aurait mérité un événement impliquant un agent de l'Élysée, de ce niveau, de surcroît, ces dysfonctionnements témoignent de la fébrilité de l'exécutif face à un risque politique et risque que représentait la diffusion de cette vidéo sur Internet et donne le sentiment que l'Élysée a, vainement, il faut le dire, souhaité se réserver le traitement du problème pour se préserver d'un possible scandale. Voilà quelles sont les premières conclusions sur cette chaîne d'irresponsabilité. S'agissant toujours des suites données aux événements du 1er mai à l'encontre de M. Benalla, je dois dire que nous émettons des doutes assez clairs sur l'effectivité réelle des sanctions qui ont été infligées. Les informations qui ont été recueillies par la Commission sur la portée réelle des sanctions prononcées à l'encontre d'Alexandre Benalla, mais également de Vincent Crase, ont permis de démentir plusieurs explications qui avaient été données par le porte-parole du président de la République lors d'une conférence de presse donnée à l'Élysée le 19 juillet 2018. Et qui avait fortement exagéré, me semble-t-il, la réalité de la sanction prononcée en mai. Concernant la mise à pied de 15 jours qui a été annoncée d'Alexandre Benalla par l'Élysée et de Vincent Crase par le Parti En Marche, les auditions de notre commission ont révélé qu'elles ne se sont en fait traduites par aucune conséquence financière immédiate pour les intéressés. Et à ce jour, nous n'avons d'ailleurs pas la certitude que la conséquence financière ait été réelle. Concernant la rétrogradation dont Alexandre Benalla est censé avoir fait l'objet, sa hiérarchie avait mis en avant le retrait à titre de sanction des compétences en matière de déplacement officiel du président de la République. Toutefois, il a été confirmé à notre commission que cette décision était provisoire et compensée par l'attribution de nouvelles tâches. Et surtout, ce principe de rétrogradation a été assorti d'importantes exceptions. Participation à la panthéonisation de Simone Veil le 1er juillet, également en cérémonie du 14 juillet, fait non négligeable pour les Français au retour de l'équipe de France de football le 16 juillet, et surtout maintien de l'accompagnement des déplacements privés du président de la République. Sanctions, mais surtout confiance maintenue, ainsi que je le disais en préambule. Alexandre Benalla a conservé enfin des moyens qui étaient inchangés, ses passeports, ses véhicules, voire renforcés, puisqu'un logement de fonction lui a été attribué à la mi-juin, alors qu'il avait été sanctionné, et il continuait de participer à la réflexion sur la mise en place de la future direction de la sécurité du président de la République. La Commission estime donc que ces décisions témoignent d'une volonté moins de sanctionner que de ménager dans l'immédiat l'exposition médiatique d'Alexandre Benalla dans un contexte délicat. Voilà le premier point clé sur lequel nous souhaitions vous faire part de nos conclusions. La Commission a également réuni des éléments concordants, donnant à penser qu'Alexandre Benalla exerçait dans les faits une mission et une fonction de protection rapprochée du président de la République, ce qui a été pourtant obstinément nié par les principaux responsables de l'Élysée que nous avons reçus. En atteste tout d'abord son positionnement permanent à proximité immédiate du chef de l'État lors des déplacements auxquels il participait, qui de l'avis d'experts correspondrait à une position d'épaule, je cite entre guillemets, chargée d'évacuer le président de la République dans des situations extrêmes. Justifié par le besoin de passer des messages au chef de l'État, un tel positionnement paraît pourtant n'avoir jamais été adopté par aucun des prédécesseurs ni aucun des collègues d'Alexandre Benalla. Surtout, le permis de port d'armes, et j'insiste là-dessus, qui lui a été attribué en octobre 2017 par la préfecture de police dans des conditions inédites et dérogatoires au droit commun, à tel point que l'intéressé lui-même avait envisagé, à défaut, un décret secret du président de la République pour l'autoriser à porter une arme, et nous en fournissons la preuve. Cela ne pouvait se justifier par d'autres raisons qu'une fonction de protection rapprochée. Le soutien appuyé de sa hiérarchie
à la demande qu'il avait formulée, de même que les contradictions devant la commission des collaborateurs du président de la République pour justifier ce permis de port d'armes, accréditent l'idée qu'Alexandre Benalla exerçait des missions de protection rapprochée, requérant, contrairement à ses collègues, le port d'une arme. Il a par ailleurs reconnu avoir porté cette arme en présence du président de la République, ce qui est sans précédent par rapport à un certain nombre de situations identiques par le passé. Nous avons été alertés fin décembre par plusieurs articles de presse et dès janvier, nous avons mené de nouvelles auditions et de nouvelles investigations. Et nous avons eu alors la confirmation que les diligences minimales nécessaires pour garantir la pleine application de la sanction de licenciement d'Alexandre Benalla n'avaient pas été accomplies par la présidence de la République et les ministères concernés, notamment pour s'assurer de la restitution, après son départ, des moyens dont il disposait uniquement pour l'exercice de ses fonctions. Le premier moyen dont il s'agit est le téléphone Théorème, pour lequel on a pu noter un manque de diligence regrettable des services. Alors même qu'il s'agissait d'un moyen de communication hautement sécurisé, qui a été présenté comme nécessaire à l'exercice des missions de la chefferie de cabinet, encore que nous avons pu nous convaincre de ce que personne avant ni après M. Benalla n'a estimé nécessaire à ses fonctions, ce téléphone Théorème. Pour autant, c'est un moyen hautement sécurisé et la présidence de la République ne s'est pas aperçue, au moment de l'inventaire du bureau de M. Benalla qui a eu lieu le 2 août, de la non-restitution de ce terminal Théorème. La présidence de la République ne va s'en apercevoir qu'en octobre 2018, à l'occasion du recensement de l'intégralité des appareils qui sont mis à disposition, c'est-à-dire plusieurs mois après la date effective du licenciement. En outre, après qu'en octobre 2018, la disparition a été découverte, l'Élysée ne s'est pas assuré que l'appareil était restitué. L'Élysée s'est uniquement assuré qu'il avait été désactivé à distance et qu'il n'a pas été utilisé. Aucune demande de restitution de l'équipement n'a été adressée à l'ancien chargé de mission. Et ce n'est qu'en janvier 2019 que ce terminal a été rendu, sur proposition d'ailleurs du conseil d'Alexandre Benalla. La deuxième série de dysfonctionnements s'agissant des restitutions des moyens mis à disposition de M. Benalla est relative à ses passeports. Lorsqu'il était en fonction à l'Élysée, Alexandre Benalla disposait de pas moins de 4 passeports professionnels, 2 passeports diplomatiques et 2 passeports de service. Aucun n'a été restitué lors de son licenciement. Ces passeports diplomatiques ont été en revanche utilisés à une vingtaine de reprises, 23 selon l'intéressé lui-même, entre le 1er août et le 31 décembre 2018 pour se rendre notamment en Tchad, en Israël et probablement au Maroc et aux Bahamas. Ces passeports ont d'abord été attribués dans des conditions qui étaient anormales. L'attribution simultanée de 4 passeports professionnels ne semble ni courante ni justifiée à ce niveau de responsabilité. Mis en avant dès le début des travaux de notre commission, le manque de précaution et de diligence de la présidence de la République dans la prévention des conflits d'intérêts de certains de ses collaborateurs, pendant ou après l'exercice de leurs fonctions, s'est confirmé au fil des révélations sur l'affaire dite des contrats russes. La Commission n'a pas pu procéder sur ce sujet à des demandes d'informations complémentaires dans les délais impartis à l'exercice des pouvoirs d'investigation qui lui ont été consentis par le Sénat pour 6 mois le 23 juillet 2018. Elle tire néanmoins des informations qu'elle a réunies 3 conclusions majeures. D'abord, en matière de faux témoignages, les informations révélées par la presse, en particulier les enregistrements qui ont donné lieu à diverses péripéties parues dans la presse également, les enregistrements donc publiés par le journal Mediapart le 31 janvier 2019 et les déclarations publiques faites par M. Jean-Maurice Bernard, président d'une société qui, dans le contexte où nous sommes, s'appelle bizarrement Velours. Velours. Le 11 février, sur BFM TV, laisse à penser qu'Alexandre Benalla et Vincent Crase se sont rendus coupables lors de leurs auditions devant la commission
des lois du Sénat le 21 janvier de faux témoignages. Premièrement, sur les 3 points suivants. Premièrement, l'implication d'Alexandre Benalla dans la négociation et la conclusion du contrat liant la société Mars, on parle velours, Mars, et un représentant de l'oligarque russe, M. Iskander Makhmoudov, profondément lié à M. Poutine. D'ailleurs, comme l'a dit, je crois que c'est notre président ce matin, il y a peu d'oligarques russes qui ne soient pas liés à M. Poutine. Deuxième point, l'engagement des négociations en vue de la conclusion de ce contrat dès le mois de mars 2018. J'attire l'attention, mesdames et messieurs, sur cette date. Dès le mois de mars 2018. Alors que Alexandre Benalla et Vincent Kras étaient encore en fonction à l'Élysée. Troisièmement, l'implication de Vincent Kras dans la reprise du contrat à compter d'octobre 2018 par une nouvelle société dont il nous a dit, qui s'appelle, je crois, France Close Protection, en français dans le texte, dont M. Kras nous a dit que c'était par une coïncidence qu'elle avait été créée le jour où l'autre avait été fermé, justement à la même adresse. Ce que nous avons écouté avec attention, comme toujours. Deuxième point, j'ai dit 3 conclusions majeures, ça c'est la première conclusion. Deuxième conclusion, les révélations sur l'affaire des contrats russes tendent à établir l'existence de conflits d'intérêts majeurs. L'implication de M. Alexandre Benalla et de M. Vincent Kras dans la négociation et la conclusion d'activités de nature privée, qui plus est pour le compte de sociétés appartenant à des intérêts étrangers puissants. Donc, adjoint au chef de cabinet qui négocie avec une société des intérêts financiers liés directement à un État étranger et au plus haut niveau de cet État étranger, constituerait non seulement une faute déontologique majeure pour les intéressés, mais également un risque pour la présidence de la République et pour notre République. Il ne fait en effet nul doute que les relations indirectes entretenues avec un oligarque russe par un proche collaborateur du chef de l'État directement impliqué, on l'a vu, dans la sécurité de la présidence de la République et d'un réserviste du commandement militaire du Palais de l'Élysée exerçant une responsabilité d'encadrement seraient de nature, en raison de la dépendance financière qu'elles impliquent, à affecter la sécurité du chef de l'État et les intérêts de notre pays. Nous allons faire 13 propositions. Alors bien entendu, dans le respect, je vais présenter 6 propositions et Muriel Jourda en présentera 7. Ça va ? Bon. Alors, première proposition. On développera si vous avez des questions. Pour le moment, on va les énoncer. Première proposition, réformer le cadre réglementaire relatif au groupe de sécurité de la présidence de la République, GSPR, afin d'une part de réaffirmer la compétence exclusive des membres des forces de sécurité intérieure pour assurer la sécurité du chef de l'État, d'autre part formaliser les règles et procédures de recrutement au sein de ce GSPR. Proposition numéro 2. Maintenir la responsabilité organique du ministère de l'Intérieur sur le groupe de sécurité de la présidence de la République, ce qui nous paraît absolument essentiel sur le plan des institutions républicaines. Ça a toujours été comme ça depuis le début de la Ve République, je le rappelle. Donc maintenir la responsabilité organique du ministère de l'Intérieur sur le groupe de sécurité de la présidence de la République et prévoir l'avis du chef du service de la protection sur la composition de ce groupe. Proposition numéro 3. Rappeler par voie de circulaire les règles déontologiques devant régir les relations entre les collaborateurs de la présidence de la République, ceux des cabinets ministériels et les administrations centrales. Proposition numéro 4.
Mettre fin à l'expérience des collaborateurs officieux du président de la République et faire respecter strictement leurs obligations déclaratives à tous les chargés de mission de l'Élysée. Proposition numéro 5. Conditionner le recrutement des collaborateurs du président de la République à la réalisation d'une enquête administrative préalable afin de s'assurer de la compatibilité de leur comportement avec les fonctions ou les missions susceptibles de leur être confiées. Proposition numéro 6. Prévoir par la loi des sanctions pénales en cas de manquement aux obligations de déclaration d'une nouvelle activité à la commission de déontologie de la fonction publique, ce qui n'a pas été fait dans le cas de M. Benalla, ni avant ni bien sûr après. Maintenant, j'ai terminé pour les 6 propositions. Madame Jourda. Merci, Monsieur le Président. La proposition numéro 7 a trait directement à notre saisine qui avait mis en avant un dysfonctionnement de l'État qui consistait pour un collaborateur de l'Élysée à intervenir dans une mission de maintien de l'ordre qui relève, elle, de l'action du gouvernement. Si l'exécutif est constitué de 2 pôles, le président de la République et le gouvernement, ils ne doivent pas interférer dans l'action l'un de l'autre. De sorte que notre proposition numéro 7 est de mettre fin à la pratique des conseillers communs au président de la République et au Premier ministre pour respecter la distinction constitutionnelle des fonctions présidentielles et gouvernementales, seul le gouvernement étant responsable devant le Parlement. La proposition numéro 8, dans le cadre d'une plus grande transparence, est d'enrichir le rapport déposé annuellement lors de l'examen du projet de loi de finances. Les connaisseurs sauront ce que c'est que l'annexe budgétaire jaune. Ce rapport étant consacré au personnel affecté dans les cabinets ministériels, l'enrichir d'un volet supplémentaire permettant de dresser un tableau du nombre, des missions et des rémunérations des personnels affectés à la présidence de la République. La proposition numéro 9 consiste à renforcer la transparence des recrutements dans les différentes réserves de la gendarmerie nationale et la rigueur des règles de sélection dans la composante spécialiste de sa réserve opérationnelle, avec un référentiel de compétences techniques ou théoriques recherchées, un niveau élevé de formation ou d'expérience professionnelle nécessaire pour postuler, une vérification et une appréciation préalable par un jury pour préparer et appuyer la décision du directeur général. La proposition numéro 10 consiste à rendre obligatoire l'établissement d'une liste des activités professionnelles exercées par les réservistes du commandement militaire du palais de l'Élysée. Les 2 autres propositions, 11 et 12, ont trait au renforcement des pouvoirs du contrôle du Parlement. La proposition numéro 11 consiste à conforter le pouvoir de contrôle du Parlement sur les services de la présidence de la République, et non pas sur le président de la République, mais bien sur les services de la présidence de la République. La proposition numéro 12 consiste à établir et confirmer la plénitude des pouvoirs d'investigation des commissions d'enquête parlementaires dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs et du secret de l'instruction, y compris quand la justice enquête de son côté sur des crimes et délits à propos des mêmes faits, en exerçant le contrôle parlementaire sous l'angle exclusif du fonctionnement de l'État. Je peux peut-être illustrer, Monsieur le Président, cette proposition, car il y a eu de nombreux débats sur le fait que notre commission puisse enquêter alors que la justice était saisie sur des faits qui étaient proches, dont on pouvait penser qu'ils étaient similaires. Et nous avons toujours défendu le fait que la justice et le Parlement bénéficiaient de pouvoirs qui étaient concurrents et de même valeur constitutionnelle, mais ne s'exerçaient pas sur les mêmes éléments, ce qui a été expliqué très bien par le président Bas tout à l'heure, puisque nous exerçons le contrôle du fonctionnement de l'État. Et nous pouvons dire qu'à l'occasion de notre mission, nous avons été suivis par la justice, car nous avions demandé au ministère de l'Intérieur un dossier qui avait été saisi et mis sous scellé. Le ministère de l'Intérieur nous l'a refusé. Pour ce motif, nous sommes donc adressés au juge d'instruction qui détenait ce dossier. Eh bien, il a tout simplement levé les scellés et rendu ce dossier au ministère pour que nous puissions lui refaire cette demande. Le juge a donc estimé que nous pouvions obtenir cet élément, quand bien même une enquête judiciaire était en cours. Mais il est important, par cette proposition, de clarifier ces éléments. Et enfin, la proposition numéro 13 consiste à mieux définir la portée juridique des obligations de signalement au parquet découlant de l'article 40 du Code de procédure pénale et d'en informer largement l'ensemble des élus, responsables et agents publics. Voilà, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. J'espère que les travaux de nos rapporteurs de la commission des lois
seront utiles, aux Français, bien sûr, puisque notre travail s'est fait en toute transparence sous leur regard et en leur nom, mais aussi utiles à l'exécutif, par les recommandations qui viennent de vous être présentées et dont j'espère qu'elles apparaîtront pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des recommandations constructives, dont une partie d'ailleurs vise simplement à ce que les règles soient respectées. Je voudrais revenir un instant sur la lettre que nous avons écrite au président du Sénat pour que le bureau du Sénat soit saisi, pour vous indiquer la motivation fondamentale qui a été la mienne et celle des deux rapporteurs. Il s'agit pour nous, en pensant au respect des prérogatives nécessaires du Parlement pour l'avenir, de poser une exigence, l'exigence de dire la vérité au Parlement. Et cette exigence, qui existe dans l'ordonnance de 1958, ne doit pas rester lettre morte. Car sinon, c'est un droit essentiel que nous exerçons au nom du peuple français qui serait bafoué. Et c'est la seule raison pour laquelle nous avons souhaité que le bureau délibère. Il y a 3 points différents. Comme l'a dit déjà M. Bas, il y a 3 points différents. Premièrement, s'agissant de M. Benalla et de M. Kras, au vu des travaux de la Commission, les informations collectées au vu des travaux de la Commission, des informations collectées et de plusieurs déclarations sous serment de messieurs Alexandre Benalla et Vincent Kras, dont le détail figure en annexe du présent courrier, nous sommes conduits à considérer que celles-ci constituent des faux témoignages. Premier point. Deuxième point, s'agissant des 3 personnes déjà citées, de l'Élysée, M. Stroda, M. Koller et M. Lavergne. Il est fait état des informations qu'ils ont apportées et il est dit que notre enquête a mis à jour dans leur déclaration un certain nombre d'omissions, d'incohérences et de contradictions, dont le relevé figure en annexe. Et nous disons qu'ils ont retenu, je prends les termes exacts, une part significative de la vérité à la Commission lors de leur audition, notamment sur le périmètre de la mission de sécurité exercée par M. Benalla. Dès lors, nous demandons au président et au bureau du Sénat de faire part de ces éléments. Et enfin, troisièmement, et je me permets d'insister là-dessus, notre lettre comprend cet élément. Nous saisissons le parquet, nous vous proposons de saisir le parquet afin qu'il apprécie s'il y a lieu de procéder à des investigations concernant d'autres personnes et d'autres faits que celles et ceux que nous venons d'évoquer explicitement. Nous n'avons pas mis cette phrase de manière comme une clause de style. Il y a toute une série d'éléments dans le dossier, dans le rapport et aussi dans le document annexé à la lettre qui peuvent conduire une série d'investigations. Vous comprendrez bien que lorsqu'il y a des contradictions, on ne sait pas toujours qui a tort et qui a raison, puisqu'il y a contradiction entre des déclarations. Donc il y a 3 points différents qui sont marqués de manière différente. C'est important de le dire. Le premier, pour 2 personnes, le second qui concerne en particulier 3 personnes, et le dernier qui concerne toute personne citée dans le rapport, susceptible de donner lieu à des enquêtes à la diligence du parquet. Donc nous faisons cela, voyez-vous, ensemble, en prenant nos responsabilités et en ayant conscience, vraiment, de faire en conscience ce qui nous est demandé par la Constitution de notre République.